Bonjour à tous, si tout va bien, vous m'entendez? On va attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Nous attendons pas mal de monde aujourd'hui, donc on va laisser les personnes se connecter tranquillement. Donc merci à tous pour votre connexion. Nous attendons encore quelques minutes pour que ce soit 11 heures précisément avant de commencer ce webinaire. Donc, vos caméras et vos micros sont coupés, c'est normal. On se réserve le droit avec notre intervenante du jour de garder la parole, mais vous pourrez ensuite poser vos questions dans le module conversation euh, de ce webinaire. Encore une minute ou deux, le temps de laisser tout le monde se connecter et on va débuter le webinaire que nous avons dédié aujourd'hui à l'assurabilité des matériaux de réemploi. Ça y est, il est 11 heures, donc je vous propose de commencer le webinaire de ce jour que nous avons donc dédié euh, à l'assurabilité des matériaux de réemploi de la construction. Alors, ce webinaire, c'est le premier dans un cycle de 3 webinaires qui sont dédiés au réemploi dans le bâtiment. Tous ces webinaires sont organisés dans le cadre d'une animation territoriale en Bourgogne-Franche-Comté, donc organisée par le pôle énergie. Mais c'est bien sûr des sujets qui concernent aussi euh, les acteurs du bâtiment, quelle que soit leur localisation. Alors, l'assurabilité, ou plus précisément la difficulté perçue pour assurer des matériaux de réemploi, c'est souvent évoqué comme le frein majeur pour mettre en œuvre des matériaux de réemploi. Avec notre intervenante du jour, on se pose la question si ce sujet est réellement un frein pour tout type de matériaux et si jamais c'est le cas, quels sont les leviers à notre disposition pour le lever ou l'atténuer. Donc, ce sont les sujets que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques informations pratiques. Nous allons passer 1h15 ensemble pour une fin de webinaire à 12h15. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les caméras et micros sont désactivés, c'est normal. Par contre, nous avons réservé un peu de temps à la fin de ce webinaire pour vos questions. Donc, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions dans le chat ou dans le module Q&R et on va les relever pour une réponse de vive voix à la fin du webinaire. Je confirme aussi que le support de présentation vous sera envoyé après le webinaire et le webinaire sera disponible en replay.
Donc, je vais aussi me présenter et présenter le pôle énergie avant de commencer le webinaire. Je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Le pôle énergie, c'est le centre de ressources régional du bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un service dédié aux professionnels et acteurs du bâtiment. Et notre mission, c'est d'accompagner le changement de pratique des professionnels et acteurs du bâtiment dans le cadre de la transition énergétique. Cet accompagnement peut prendre la forme d'événements de sensibilisation et d'information, comme le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi des formations et de manière plus large, un accompagnement ou une mobilisation autour de différents sujets. Le pôle énergie est membre du réseau bâtiment durable, donc un réseau qui compose les 21 centres de ressources à l'échelle de la France, et on est une structure financée par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et l'ARS. Après cette introduction, je vais accueillir notre intervenante du jour, Estelle Climat. Bonjour Estelle, bienvenue. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour partager ton expérience et ton expertise en matière de réemploi en général et d'assurabilité en particulier. Alors Estelle, tu es directrice de l'agence Réemploi Économie Circulaire de Socotec Immobilier Durable. Et même si, bien sûr, vous avez une activité sur le périmètre national, c'est un plaisir pour moi un plaisir particulier pour moi dans le cadre de cette animation de t'accueillir, sachant que tu es basée à Dijon et que tu fais partie des acteurs aussi du réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour commencer le webinaire d'aujourd'hui, est-ce que tu peux justement présenter l'activité réemploi de Socotec Immobilier Durable et peut-être aussi ton rôle spécifiquement? Bah, avec plaisir. Bonjour Lina, bonjour à toutes et tous. Donc comme tu l'as très bien cité, donc j'interviens moi dans le cadre de la stratégie du groupe Socotec pour effectivement développer les enjeux d'économie circulaire et des remploi. Donc comme vous en doutez, ça nécessite une certaine transversalité puisque qui dit Socotec souvent dit dans les esprits bureau de contrôle, ce qui est effectivement dans notre ADN depuis notre création et qui fait partie de nos métiers historiques. À côté de ça et en synergie totale, effectivement, depuis plus de 5 ans, nous avons plaisir à développer une filiale donc, qui s'appelle Socotec Immobilier Durable et qui rassemble dans ses expertises notamment une vocation qui est celle de prolonger la durée de vie des bâtiments et de réussir, en tout cas, d'accompagner nos partenaires dans la transition bas carbone. Donc nous avons des experts qui sont répartis dans une quinzaine d'agences à l'échelle nationale, telles que tu l'as très bien cité, Lina. Effectivement, au sein de Socotec, on a vraiment une force de pouvoir être présent auprès de l'ensemble des métropoles, des territoires et de manière très maillée pour aussi accompagner les problématiques et les réflexions en tout cas locales. Et donc nous regroupons plus de 200 collaborateurs. Concernant plus spécifiquement la thématique de l'économie circulaire et réemploi, nous disposons à ce jour de plus d'une quarantaine en fait, d'ambassadeurs qui portent l'expertise circulaire au sein du groupe. On peut passer si tu veux à la slide suivante. Je ne sais pas si j'ai la main ou si c'est toi. Oui, parfait, bah, super. Du coup, juste pour resituer en termes de chronologie en fait de projet, ce maillage en fait d'expertise très succinctement en fait il intervient à toutes les phases, c'est-à-dire qu'on a cet accompagnement dès la transaction d'actifs. L'idée c'est vraiment de dégager le potentiel et maîtriser les risques. Donc ça passe par la due diligence environnementale sur les aspects techniques et réglementaires. Dans le cadre des opérations de construction et rénovation, là, effectivement, on va pouvoir développer toute une stratégie opérationnelle. À savoir, Socotec Immobilier Durable a une vraie vocation qui est celle d'accompagner les actifs du déjà là, donc c'est-à-dire les bâtiments existants et de pouvoir vraiment les amener vers une transition. Et nous nous arrêtons pas uniquement effectivement à la réception des actifs, notre travail débute dès la programmation jusqu'à la réception. Et puis effectivement, elle se poursuit, vous voyez, donc la troisième brique qui est celle de la gestion patrimoniale, qui est de dire très bien, on sait que l'exploitation a une valeur en fait de consommation d'énergie grise qui est conséquente et on veut aussi pérenniser les actions environnementales qui ont été mises en place dès la construction et la rénovation tout au long de son cycle de vie. Voilà pour en tout cas les différentes étapes.
Et donc, si je recentre, pour en venir progressivement à notre sujet, l'économie circulaire, pour nous, elle se décline, comme je vous le disais, de la programmation jusqu'à la réception. Donc, ça passe par, d'une part, un petit peu la clé de voûte, la réalisation des diagnostics PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, qui fait partie des actualités réglementaires, notamment de juillet 2023, qui permet d'affermir effectivement la stratégie circulaire. Et nous déclinons ça aussi dans les phases de conception avec les feuilles de route d'économie circulaire, l'aide à la rédaction des CCTP. La phase aussi exé est une phase clé, donc la phase travaux, où il y a un vrai enjeu de formation, sensibilisation, d'accompagnement dans le cadre voilà, du réemploi, de la dépose soignée, de la traçabilité, et une phase clé aussi qui est celle du bilan environnemental et circulaire, qui permet aussi de capitaliser les bonnes pratiques et de regarder un petit peu dans le rétroviseur les bonnes pratiques et les points d'amélioration. Il y a un point que je n'ai pas abordé, mais qui va directement être en lien avec notre sujet, c'est le point voilà, au sommet un petit peu du cycle, qui est aussi un des points qui fait écho aux verrous qu'on rencontre parfois, ou en tout cas aux craintes, qui est celle effectivement de l'aspect technique et assurantiel. Et ça se matérialise notamment à travers la caractérisation des matériaux, qui est aussi une expertise dans notre scope d'activité et qui permet vraiment d'adapter des processus de mise en sécurité par rapport aux enjeux de réemploi des matériaux. Merci beaucoup Estelle. Donc maintenant qu'on sait qui tu es et qui est Socotec Immobilier Durable, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. Et pour comprendre l'enjeu d'assurabilité de matériaux de réemploi, il nous a d'abord paru pertinent de revenir sur le système assurantiel de la construction en France. Et donc, du coup, j'aimerais te demander de rappeler les enjeux et responsabilités de garantie des parties prenantes dans un projet de construction. Qui fait quoi et comment marche le système d'assurabilité en France? Alors oui, on va parler justement de deux notions quand on parle du système assurantiel français, qui sont donc la notion de responsabilité et la notion assurantielle. Alors voilà, en préambule, surtout ne partez pas, il s'agit de quelques slides voilà, introductives sur ces notions un petit peu théoriques, mais qui vont nous permettre notamment d'introduire une actualité réglementaire d'intérêt. Donc, quand on parle de responsabilité des acteurs, effectivement, l'acte de construire, il engage évidemment la responsabilité civile de plusieurs acteurs. En effet, effectivement, les constructeurs agissent souvent sur le bien d'autrui, par exemple celui de la maîtrise d'ouvrage, ou sur ceux d'autres constructeurs. Et en cas de préjudice de leur fait, ils doivent évidemment répondre de leurs actes. Donc, pour ce faire, on a au sein de la responsabilité civile un petit peu deux blocs à identifier. Donc, la responsabilité civile générale et la responsabilité civile décennale, dont vous entendez certainement souvent parler. Donc, en termes de responsabilité, on a une première dans ce premier bloc, la notion de responsabilité civile délictuelle, donc qui est définie par le Code civil et qui dit tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui donc un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et donc, effectivement, par ce biais-là, on a introduit la notion de dommage. Il s'agit de dommages matériels, immatériels ou corporels, donc c'est-à-dire tout type de préjudice. Et par ce biais-là, il faut trois critères pour invoquer cette responsabilité, c'est-à-dire donc la notion de préjudice donc à l'instant cité, un lien de causalité et une faute avec la preuve à la charge de la victime. Autrement dit, pour essayer d'un petit peu de décrypter, c'est-à-dire que quand on invoque effectivement cette responsabilité civile délictuelle en vue d'obtenir des réparations, la charge de preuve reposera sur le tiers concerné. Donc ça, c'est le premier bloc, responsabilité civile délictuelle. On a également la responsabilité civile contractuelle, qui là est assez explicite, c'est-à-dire qu'elle subordonne en fait, la mise en œuvre de la responsabilité, à des enjeux voilà contractuels, qui passent notamment par, une conséquence d'inexécution d'obligations, contractuelles, qui peut être totale ou partielle, ou un retard dans l'exécution d'obligations. Et donc, en termes d'appui, effectivement, pour identifier les enjeux de responsabilité, il faut évidemment pouvoir bénéficier ou en tout cas s'appuyer sur un contrat comme un devis ou un marché travaux. Et puis, on a donc d'autre part la responsabilité civile décennale, qui est également donc définie par le Code civil, qui explicite que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ou son acquéreur des dommages qui compromettent la notion qui est celle de la solidité de l'ouvrage. Donc ça, c'est un point à retenir. Donc, qui vont affecter, et là, on introduit une nouvelle notion qui est celle des éléments constitutifs ou des éléments d'équipement et qui pourrait le rendre impropre à sa destination.
Donc, en tout cas, la responsabilité civile décennale, elle permet aussi de poser plusieurs définitions. Donc, la notion de constructeur, donc c'est celui effectivement qui va être lié à la maîtrise d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En fait, c'est tout simplement un contrat qui lie la maîtrise d'ouvrage au constructeur. On va parler aussi d'ouvrage comme une entité globale, un élément de tout. Et puis, une notion qui va relever de la présomption de responsabilité et du périmétrage, qui est les éléments de construction concernés. Donc, on peut passer à la slide suivante qui va permettre de faire ce petit zoom. Donc, effectivement, la responsabilité civile décennale, elle va invoquer une notion qui est celle de la présomption des responsabilités. Donc, comme je disais, le fait d'être locateur d'ouvrage, donc constructeur, ça implique en fait une présomption de responsabilité pendant 10 ans après la réception. Et autrement dit, la maîtrise d'ouvrage qui peut être potentiellement victime de dommages n'a pas à prouver en fait la responsabilité de l'entreprise. Pour effectivement activer cette responsabilité-là, on va avoir un périmétrage qui va porter sur des éléments de construction concernés, qui sont les éléments constitutifs, qui vont faire état de la viabilité, des fondations, d'ossature du clos couvert et des éléments d'équipement hors équipement, notamment professionnel. Et donc, pour avoir des critères d'engagement de cette responsabilité-là, ça va passer par un critère matériel qui est de type vis caché, un critère d'objectif, donc ça, on l'a évoqué, c'est la notion de solidité, et in fine, donc un autre critère qui est celui de critère fonctionnel qui peut rendre impropre donc l'ouvrage à sa destination prévue. Donc ça permet effectivement de poser les conditions d'applicabilité de la responsabilité civile décennale. Donc, on a posé un petit peu le cadre par rapport aux responsabilités. Il y a une petite notion moi, que j'aimerais vous communiquer, c'est attention à ne pas confondre responsabilité et assurance. C'est-à-dire qu'être assuré ne dégage évidemment pas de sa responsabilité. L'assurance est un transfert de risque et donc on va retrouver deux grands types d'assurance construction qui vont effectivement faire écho à ces notions de responsabilité. Donc, la première, c'est l'assurance responsabilité donc civile décennale. Et puis, la seconde, elle va porter donc sur la maîtrise d'ouvrage, qui est l'assurance dommage ouvrage, en fait, qui est une obligation obligatoire pour la maîtrise d'ouvrage et qui conduit plutôt à une indemnisation rapide pour le propriétaire ou l'acquéreur en fait, du bien pour effectivement les dommages de nature décennale qui pourraient intervenir. Donc ça permet effectivement de poser le cadre assurantiel qui incombe aux différentes parties prenantes. Et je crois qu'il y a quelques actualités intéressantes dans ce domaine que tu pourras nous Exactement. partager. Donc ça, c'est un petit peu le cadre assurantiel et on voit, pour commencer à faire le lien évidemment avec notre sujet d'intérêt qui est celui du réemploi, donc des actualités qui portent sur la jurisprudence et effectivement, vous allez retrouver les différentes notions qu'on a introduites pour mieux comprendre quelles incidences ça peut avoir aussi en termes d'impact sur le réemploi et les pratiques de réemploi. Donc en mars 2024, la Cour de cassation considère désormais qu'un élément d'équipement, donc ça c'est le périmétrage notamment de la responsabilité décennale, donc élément constitutif et élément d'équipement, donc là ça fait cette notion-là, qui serait installé donc sur un ouvrage existant, mais qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relèverait plus de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle, qu'on a évoquée ensemble à l'instant. Donc, comme je vous disais, ces notions-là permettent effectivement de mieux comprendre ces évolutions de jurisprudence. Vous allez me dire, bon, très bien, effectivement, c'est une évolution, mais pour faire état d'une évolution, il faut faire un petit peu le jeu du avant-après. Et donc, pour ce faire, depuis 2017, en fait, on avait la Cour d'appel qui, effectivement, avait vocation à plutôt parler d'éléments d'équipement qui relevaient plutôt de la décennale. Pourquoi? Parce que l'objectif qui était poursuivi, c'était d'une part d'uniformiser le régime de la garantie décennale et puis d'autre part d'assurer une meilleure protection de la maîtrise d'ouvrage puisqu'on avait cette garantie sur 10 ans. Sauf que, en fait, ces objectifs poursuivis n'ont pas été en quelque sorte atteints. On a constaté que les entreprises n'ont pas plus souscrit en fait à la garantie décennale escomptée. Donc, dans une logique pédagogique, il a été question pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation d'avoir une réflexion justement d'évolution des pratiques et pour ce faire, d'indiquer que les éléments d'équipement qui seraient installés sur les ouvrages existants relèveraient maintenant désormais de la responsabilité contractuelle. Donc, on voit qu'il y a vraiment un champ d'application de la garantie décennale qui se recentre plutôt sur la notion d'ouvrage
Et à titre de précision, voilà, on a cette évolution qui tend à, voilà, à évoluer plutôt sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Et la maîtrise d'ouvrage aura la possibilité d'engager cette responsabilité, cette fois-ci dans un délai plutôt de 5 ans. Donc là, on constate un petit peu le avant-après. Et donc, Lina, là, je pense que tu vas me dire, bon, bah, très bien, Estelle, merci pour cette évolution. Mais concrètement, quels sont les impacts pour les remplois? Eh bien, a priori, bah, les impacts sur le remploi sont plutôt positifs dans le sens où bah, déjà, effectivement, on n'a pas le recours systématisé. Donc, c'est juste, on peut passer la petite slide après Oui. qui présente les atouts. Donc, bonne nouvelle plutôt dans l'idée, puisque effectivement, on n'a plus vocation à recourir de manière systématisée donc, à l'assurance décennale, mais du coup, cette fois-ci plutôt à l'assurance de responsabilité civile. Donc, il y a en quelque sorte un allègement un petit peu administratif, et donc ça va conduire à faciliter le recours à des équipements de réemploi, notamment dans le cadre de rénovation. Et en soi, ça va aider à, en quelque sorte, une meilleure répartition en fait donc des responsabilités entre maîtrise d'ouvrage et d'entreprise. Puisqu'en fait auparavant l'entreprise elle n'avait pas d'autre option généralement que de refuser en fait la mise en œuvre des matériaux de remploi si elle souhaitait pas voir sa responsabilité décennale engagée en cas de sinistre. Ça ne veut pas dire pour autant que la maîtrise d'ouvrage n'est pas entre guillemets protégée. Ça veut juste dire qu'il y a vraiment une logique en fait d'aider à faciliter le réemploi et aider les entreprises à s'engager de manière voilà, un petit peu plus allégé sur le réemploi, quand bien même ça reste évidemment encadré. Donc, c'est effectivement une bonne nouvelle pour pouvoir faciliter la mise en œuvre des matériaux de réemploi tout en rassurant les parties prenantes du projet. Voilà. Euh, Et notamment les éléments d'équipement. Voilà, c'est ce qui permet d'introduire cette notion-là un peu plus spécifique. Oui. Et alors, donc, on a abordé le sujet, le cadre assurantiel, la responsabilité des uns et des autres, mais on entend souvent aussi parler de la notion de technique non courante. Et donc, du coup, quel est le lien entre réemploi, technique non courante, assurance? Tu peux nous expliquer un peu tout ça dans le domaine du réemploi? Tout à fait. Il y a effectivement une logique de distinction entre technique courante et technique non courante. Déjà, la question centrale, comme vous l'avez compris, c'est d'assurer les produits et procédés de construction lors de l'acte de construire. Et donc, pour permettre en fait une analyse de risque par nos parties prenantes qui sont celles des assureurs, effectivement, il y a des conventions d'assurance qui ont été mises en place. Très simplement, en fait, il s'agit de clauses contractuelles qui vont permettre de préciser ce qui relève de la technique courante et technique non courante. Le principe à travers ça, il est très simple, c'est effectivement quand on met en place un matériau nouveau, innovant ou autre, bah, effectivement, il aura des retours différents d'un produit qui est plutôt éprouvé, qui est maîtrisé par l'écosystème des acteurs de la construction. Et donc, effectivement, il y a un point de vigilance à avoir par rapport à ça. Quand on parle de techniques courantes, en fait, on va avoir des techniques qui se concernent, en fait, des techniques qui ont un retour d'expérience large, enfin dit large et probant. Et à ce titre, elles incluent notamment dans les conditions générales en fait, des contrats d'assurance, des références aux textes donc, réglementaires d'une part. Donc, ça va être tout ce qui est d'ordre des donc, lois, décrets, arrêtés, les textes européens sur les produits de construction et plus largement aussi le code de la construction et de l'habitation. Et puis on va aussi avoir un autre aspect qui relève davantage en fait des règles de l'art sur lesquelles nos parties prenantes assureurs vont également s'appuyer. Donc c'est enfin comment dire des règles plutôt professionnelles pardon qui relèvent du domaine contractuel et volontaire. Parmi lesquelles on retrouve notamment donc les NFDTU, les avis techniques, les recommandations professionnelles. On retrouve également les normes de produits et normes de dimensionnement que vous connaissez certainement, telles que les calculs Eurocode, et les règles professionnelles qui vont être acceptées par ce qu'on appelle la Commission de prévention et produits, la CD2P, qui est un organe en fait, de l'Agence qualité construction qui a vocation à valider des règles professionnelles parfois nouvelles. Et effectivement, quand on parle de techniques non courantes, on va parler voilà, de cas particuliers qui peuvent potentiellement engendrer en fait, des risques de sinistres plus élevés, du fait, et c'est là où on peut souligner, c'est souvent d'un retour d'expérience plus limité. Ce qui en fait est notre cas quand on souhaite mettre en place bah, justement des matériaux et des équipements de réemploi. Et effectivement, les assureurs tendent à considérer le réemploi comme une technique non courante. Et donc,
pour justement essayer de maîtriser cet aléa, les assureurs vont solliciter des analyses selon plusieurs critères qu'on peut commencer à introduire. Ça va être des justifications techniques des produits et de la mise en œuvre. Donc ça va commencer à aider à la définition des aléas. On va avoir aussi des preuves concernant l'activité et la qualification des entreprises, notamment voilà, des entreprises qui sont bien formées à certaines techniques qui sont cohérentes avec les enjeux de réemploi, leur expertise, leur savoir-faire et leurs références. Et puis, ça va aussi faire attrait à ce qui peut être de l'ordre de l'aspect économique, puisque effectivement, les montants financiers qui peuvent être engagés liés à la réparation d'un potentiel sinistre vont être en quelque sorte déterminants et vont déterminer l'acceptabilité financière et juridique du risque. Un petit point à nuancer néanmoins, pas d'alerte majeure quand il s'agit de techniques non courantes en termes d'assurance. Une technique non courante peut être assurable à partir du moment où effectivement l'aléa et le risque est compris, maîtrisé et argumenté. Et donc, en fait, le fait pour le réemploi d'être en technique non courante, ça ne représente pas forcément un signal d'alarme, mais c'est plutôt un levier. Enfin, en tout cas, moi, j'invite plutôt à considérer ça comme un levier de prévention et de sensibilisation des entreprises au risque du réemploi. Donc, c'est un petit peu en ce sens voilà, qu'on peut préciser technique courante vs technique non courante. Et puis, un dernier point aussi de nuance, c'est-à-dire que l'appréciation des techniques courantes et non courantes sont contractuelles vis-à-vis des assureurs. Et un assureur peut tout à fait souhaiter élargir le scope d'assurabilité souhaité aux techniques courantes et aller plus loin voilà, que la pratique dans le cadre de son appréciation. Donc on change de slide, j'imagine. Voilà, parfait. Et donc voilà, vous voyez effectivement en résumé un petit peu de cet échange sur les techniques courantes et non courantes, un schéma qui est assez bien connu enfin, voilà, des acteurs de la construction, où vous retrouvez bien d'une part à gauche en vert les techniques courantes et d'autre part à droite les techniques non courantes qui font évidemment l'examen donc de la commission C2P. Et je vais vous proposer de voilà, un petit peu ouvrir grand les yeux, entre guillemets, par rapport à ce schéma, puisque il fait l'objet d'une évolution. Et là, vous voyez à gauche un bloc qui s'appelle recommandations professionnelles, grand programme, et on a introduit la notion de réemploi. Donc ça, c'est une nouveauté dans l'aspect schématique, entre guillemets, de la C2P, qui est plutôt encourageante et qui fait écho à un deuxième fait d'actualité. Effectivement, qui fait état justement d'une progression dans la normalisation en fait, des techniques et des recommandations professionnelles relatives au réemploi. Et donc, Lina, on peut passer à la slide suivante si tu veux, qui est effectivement que la filière acier est la première à avoir désormais un référentiel qui sera validé par la commission de prévention donc produit la C2P dont je parlais, qui est un organe donc, de l'agence à nouveau qualité construction. Puisqu'effectivement, il y a toute la filière donc, et qui s'est mobilisée et notamment pilotée par le Centre technique industriel de la construction métallique, qui a œuvré effectivement à proposer ce référentiel-là et qui permet désormais aux produits structuraux en acier de réemploi d'être assurés sans déclaration préalable au même titre que les techniques courantes. Donc ça, c'est un document auquel voilà, Socotec a participé en qualité de relecteur, puisqu'on est proche effectivement des organes de la C2P et de l'Agence Qualité Construction, et qui sera à apparaître à horizon juillet 2024. Donc ça, c'est un signal, pareil, en termes de fait d'actualité à partager ensemble aujourd'hui, c'est un signal vraiment d'intérêt qui présente effectivement une évolution dans la maîtrise des risques de certaines filières et une progression de normalisation en fait, des techniques de réemploi qui voilà, conduisent aussi à une sécurisation de ces pratiques-là. Merci Estelle de nous partager toutes ces bonnes nouvelles qui nous encouragent tous. Donc on va continuer un peu sur la maîtrise des risques qui Oui, est nécessaire pour rassurer. ouais, c'est ça, plutôt en synthèse, effectivement. Bon, à ce jour, voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, voilà, plus on partage les bonnes nouvelles, plus aussi c'est mobilisant, entre guillemets. Et voilà, ça réactive la motivation à travers aussi nos pratiques, nous, de réemploi et d'économie circulaire. Voilà. Par contre, à ce jour, on est quand même sur une filière qui se structure. Toutes voilà, les filières n'ont pas voilà, de référentiel à disposition. Et c'est pourquoi, en fait, si on chausse aussi, nous, les lunettes des assureurs, hein, si on se met un petit peu dans leur basket, entre guillemets, parfois ils voient un peu flou, puisqu'en fait, on est parfois dans une zone grise hein, pour eux en termes de maîtrise des aléas et risques,
en attente effectivement de cette progression de normalisation. Et donc voilà, ça demande à déployer parfois voilà, de l'ingénierie pour cette maîtrise des aléas. Pourquoi, entre guillemets, ils sont en zone grise? C'est parce qu'il y a une modification en fait, de la chaîne de responsabilité classique, à savoir que effectivement, habituellement, on avait plutôt donc, un fabricant qui était responsable du matériau qu'il vend. Quand on est en emploi, cette situation, elle diffère puisqu'elle n'est plus tout à fait de la responsabilité du fabricant. Et puis, on a aussi un enjeu de démonstration des performances et des caractéristiques techniques. C'est-à-dire que les produits de réemploi, ils doivent voilà, présenter des performances qui répondent en fait aux mêmes exigences essentielles que les produits neufs à travers notamment les différentes textes de référence qu'on a précédemment cités. Et donc, ça nécessite aussi d'avoir un vrai suivi en fait du matériau, de son passé, de son présent et de son futur. Et c'est pour ça que ça fait un petit peu écho, voilà, pour ceux qui sont assez familiers avec l'économie circulaire, à la notion de cradle to cradle, hein, du berceau à la tombe. Il faut un petit peu suivre, un peu comme un certificat médical qu'on présenterait pour dire oui, oui, je suis un matériau en bonne santé, savoir son historique déjà en l'état, avoir aussi un suivi de son process, hein, dans une logique de réemploi, son process de déconstruction, de dépôt sélective, de transport, de reconditionnement, de stockage et de son futur domaine d'emploi. Parce qu'effectivement, il peut y avoir de l'altération, parfois des caractéristiques techniques, effectivement, dans toutes ces étapes de vie. À savoir que je nuance aussi un propos, les entreprises, au même titre que le réemploi, pour les matériaux neufs, sont tenues d'avoir un suivi des différentes étapes, donc transport, stockage, etc., qui peuvent nuire effectivement aux performances techniques. Je prends pour exemple souvent voilà, des matériaux poreux tels que des dalles de faux plafond qu'on laisserait à l'extérieur en proie aux intempéries. Typiquement, même sur un matériau neuf, on est responsable en fait, de sa qualité résiduelle in fine, quoi. Donc, ça, c'est vraiment la démonstration des performances. Elle incombe au réemploi, mais elle incombe aussi au matériau neuf. Donc, on est quand même dans une logique assez proche. Oui, et puis, pardon, c'est toi qui parles, donc j'en perds la voix. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est des fois sous-estimé, les conditions de stockage, parce qu'on peut avoir un matériau qui est en bon état quand il est déposé, mais si vraiment on a des matériaux qui semblent des fois être robustes, comme des radiateurs en fonte, peuvent en effet être totalement dégradés et plus propres à l'utilisation, faute de conditions de stockage adéquates. C'est quelque chose qu'on a connu notamment en Bourgogne-Franche-Comté sur le chantier de l'Arsenal, par exemple. Et oui, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que faute voilà, du respect de bonnes conditions qui doivent faire l'objet de préconisations voilà, bien ficelées, effectivement, on va avoir voilà, des premiers, et c'est l'objet de la pratique, hein, effectivement, sinistralité, oui, sinistralité, dans le sens où parfois on peut avoir effectivement des matériaux qui vont être détériorés, des radiateurs fuyards, potentiellement si on a des tuiles qui sont comment dire, mal stockées, qui pourront faire l'objet de micro-fissures et à terme voilà, créer des sinistres. Donc il y a vraiment un enjeu sur les conditions de stockage et sur toutes ces étapes de vie qui vont pouvoir, en tout cas, aider à pérenniser, si elles sont bien suivies et bien réalisées, la pérennité des performances techniques. Alors, on a compris l'enjeu, hein, le matériau de réemploi, c'est forcément une technique non courante. C'est pas rédhibitoire pour être assuré. Par contre, on a besoin de rassurer les parties prenantes et pour faire cela, il faut caractériser les matériaux de réemploi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Comment s'y prendre? Alors, effectivement, on parlait, voilà, de filières qui se normalisent. C'est pas le cas effectivement pour toutes et tous les matériaux, peut-être à un premier point de préambule, ne se valent pas. C'est-à-dire que, en termes de caractérisation du risque, sur certains matériaux, par exemple de corps d'état secondaires, on va avoir moins d'incidence de sinistralité que, par exemple, sur des matériaux de clos couverts. Donc, il va y avoir une attention aussi qui va être pondérée en fonction des aléas, dont on va pouvoir, enfin voilà, identifier, comment dire, le niveau de risque. Et donc, en tout cas, au sein de Socotec, on va avoir une attention, nous, particulière dès lors qu'on va être sur des équipements ou des systèmes constructifs qui vont avoir une incidence sur la sécurité des personnes, les enjeux un petit peu de clos couvert, d'étanchéité et de stabilité voilà, du bâtiment, de la structure, et aussi voilà, des enjeux tels que les performances acoustiques et thermiques,
ou encore en fait les nouvelles normes, puisque parfois en fait on a des matériaux qui peuvent en l'état sembler voilà, tout à fait performants et techniques, mais aussi chemin faisant, nous dans nos pratiques constructives, on a aussi évolué d'un point de vue normatif et on va avoir aussi d'autres exigences, ou en tout cas des exigences complémentaires. Donc c'est vraiment sur ces, un petit peu sur ces scopes voilà, d'impact ou en tout cas voilà, enfin, comment dire, d'attention. C'est vraiment sur ces 4 points qu'on va voilà, un petit peu focuser. Ah, je suis allée trop vite, donc c'est Non, bah, bon. c'est parfait, ça me rythme comme ça. Et donc, effectivement, en termes d'analyse de risque, on va être dans une logique de plusieurs étapes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, en étape 1, et qui est une étape vraiment déterminante, ça va être une première étape en fait, de définition du domaine d'usage du réemploi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important de savoir quelle sera in fine la destination du matériel de réemploi, puisque typiquement les niveaux de performance qui vont lui être attribués va dépendre aussi de son futur usage. Et donc, c'est directement corrélé à la notion de cadrage en fait, des niveaux de performance en fait, attendus. Pour exemple, un matériau qu'on va donc mettre en œuvre, par exemple, dans un ERP, donc établissement recevant du public, n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes exigences que si c'est un matériau qui sera mis en place dans un bâtiment plutôt relevant du voilà, code du travail. Donc c'est pour ça que c'est une étape assez déterminante et qui permet un cadrage fort, voilà, notamment de tous les axes réglementaires qui vont incomber au matériau dans son domaine futur d'emploi. Donc l'objectif, c'était étape 1, pardon, est donc de déterminer l'aptitude à l'emploi futur du matériau. On a ensuite l'étape 2 qui va relever plutôt de l'analyse de l'historique et de l'état donc, des matériaux de réemploi et qui va permettre aussi donc, de décliner en fonction de cette première analyse donc, de l'état et effectivement de l'aspect documentaire qui relèverait des matériaux de réemploi, de déterminer une stratégie de protocole et de diagnostic adapté. Et puis, in fine, l'étape 3, qui est l'étape voilà, de validation un peu du go-no-go, c'est l'évaluation des performances techniques qui confirme l'intérêt du remploi et de la validation des performances techniques et qui vont conduire à un rapport documentaire de caractérisation des matériaux de remploi. Donc, voilà les 3 étapes. Et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune pour voilà, un petit peu plus expliciter. Concernant l'étape 1, donc, je disais qui est quand même assez déterminante et voilà, cruciale dans le cadrage, on va effectivement avoir une réflexion aussi sur le niveau d'exigence. Et donc, pour ce faire, on va pouvoir grader un niveau d'exigence qui va relever davantage des incontournables, des basiques, entre guillemets, et puis des exigences qui peuvent être un petit peu plus premium. Donc, en l'occurrence, pour les exigences réglementaires, ça va évidemment relever des exigences incontournables. Ça peut faire état, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, des performances techniques, acoustiques, de la réaction au feu, des substances dangereuses et de la solidité. Et puis, effectivement, voilà, ça va relever aussi, comme je disais, des différents cadrages normatifs. Est-ce qu'on est code du travail, est-ce qu'on est ERP, etc., en termes d'incidence. On a effectivement parfois des matériaux de remploi qui peuvent contenir des substances dangereuses. Ça, c'est des choses effectivement auxquelles il faut être particulièrement attentif pour éviter tout risque de contamination aussi à l'échelle du bâti. Parmi lesquels il y a tout ce qui est effectivement voilà, insectes xylophages, mérules, etc., qui peuvent voir voilà, des qualités de matériaux altérés. Et donc l'idée, c'est vraiment de circonscrire un niveau d'exigence assez serré sur les incontournables et les basiques. Et puis, à côté de ça, on va avoir aussi l'application au projet et à ses spécificités et ses attentes. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, avoir des logiques de provenance à certains égards, donc aussi d'impact carbone. Donc ça peut être un choix en termes voilà, de cadrage et de souhait par rapport à l'emploi donc, du matériau. Ça va être aussi des questions d'esthétique. Je pense notamment à travers ça, voilà, on a eu des échanges, nous, avec des partenaires sur les briques. Parfois, on a des coloris voilà, de matériaux qui peuvent donner des rendus différents et voilà, sur lesquels on peut être aussi par ailleurs attentif pour essayer voilà, de garder un esthétique adapté aux attentes du projet. Donc ça, c'est l'étape un petit peu plus voilà, cadrée là-dessus. Et voilà, tu peux évidemment passer à la slide suivante, Sina. Oui, ça doit être bon.
Et donc, effectivement, pour l'étape 2, là, on va rentrer typiquement dans, si on a la chance aussi, ça c'est important de pouvoir réaliser une revue documentaire des documents disponibles et qui renvoient en fait aux matériaux. Donc, ça peut être de nature vraiment diverse, comme des fiches techniques, des DOE quand on a la chance d'en avoir. Nous, parfois, c'est le cas. Voilà, c'est vraiment très précieux. Je pense notamment à plutôt des ensembles tertiaires ou même dans l'habitat collectif qui ont pu faire en fait voilà, dans une cadre d'exploitation et de maintenance, en fait, un suivi documentaire des matériaux renouvelés dans le cadre de la vie des ouvrages et qui sont vraiment une mine d'informations précieuses pour justement attester en fait des performances résiduelles en fait des matériaux et de leur origine. Donc typiquement effectivement le traçage de l'origine des éléments et l'historique du site, puisque vous verrez sur la droite l'illustration d'une opération sur laquelle on a eu plaisir, enfin voilà, notre en direction de services et techniques et d'innovation a pu intervenir, donc il y a le Collège Neuf à Strasbourg, où là typiquement l'historique du site est important, l'emplacement des matériaux est important pour aussi jauger de leur exposition et de leur futur usage. Donc ça va conduire notamment donc, au premier cadrage documentaire. Et après, il y a aussi une logique très terrain qui va être l'identification en fait de l'eau homogène. Donc ça va dépendre de la composition des matériaux. Parfois, on a plusieurs tranches de construction qui font que on a des matériaux qui sont de même nature, mais voilà, qui sont d'origine diverses et qui présentent des compositions qui peuvent parfois varier. On va avoir la logique de durée de vie aussi du matériau. Parfois, on peut avoir effectivement avec ces différentes phases d'un projet des durées de vie de matériaux qui vont différer et puis des provenances aussi diverses. Donc, l'idée, ça va être de regrouper les matériaux par lot homogène pour avoir en fait des blocs de performance technique aussi homogènes. Et donc, il y a tout un aspect en fait de contrôle visuel minutieux visiblement avec justement l'œil avisé des experts matériaux donc au sein de nos services techniques et d'innovation qui vont permettre justement de déjà faire une sorte de pré-tri et de pré-attribution performantielle des matériaux. Voilà, et donc pour compléter effectivement cette analyse de l'état et de protocole de test, déjà on a ce premier cadrage historique et de l'état résiduel des matériaux. Parfois, ça va pouvoir, au-delà de l'aspect visuel, et ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je tiens vraiment à nuancer, nécessiter des évaluations complémentaires. Et donc, bien sûr, pas à systématiser, mais quand c'est le cas, ça peut être intéressant de déployer quelles sont ces typologies d'évaluation. Elles sont voilà, généralement au nombre de 3. On va avoir des évaluations indirectes, des évaluations directes et parfois des évaluations en laboratoire. Donc, typiquement, quand on parle d'évaluation indirecte, c'est un petit peu ce qu'on évoquait sur l'aspect documentaire. Et ça peut être aussi parfois, donc voilà, bien corroborer les informations techniques aux normes, qui amènerait en fait à contrôler la production voilà, des matériaux. Donc ça peut faire aussi l'objet d'échanges avec les fabricants quand on a la possibilité de retracer cette historique-là. On va avoir aussi donc, ce qu'on appelle les évaluations directes et là, ça va être potentiellement des tests sur site. Donc je prends l'exemple du bois où là, typiquement, vous avez en illustration sur la droite un projet qui a été mené par ICAD et dont on a été partie prenante, donc qui s'appelle le projet Chaume urbain ou recouverte où effectivement, il y a des essais mécaniques qui ont été réalisés avec des échantillonnages. On voit plusieurs effectivement sections de poutres qui sont identifiées juste en haut et effectivement des tests qui ont été mis en place par l'entreprise pour avérer des performances techniques résiduelles. Ça, c'est effectivement des évaluations directes. Et un point que je tiens à souligner, on a en France de nombreuses entreprises qui ont un vrai savoir technique et qui sont en capacité vraiment de pouvoir accompagner ce protocole d'évaluation directe. Donc, effectivement, c'est en ce sens qu'il y a une vraie approche partenariale. Et parfois, on est obligé, effectivement, de passer par des tests en laboratoire qui font effectivement la nécessité voilà, d'un outillage un peu plus spécifique pour déterminer, par exemple, vraiment précisément des essences de bois, pour déterminer en fait vraiment des constitutions de matériaux tels que les aciers, etc. Et donc là, effectivement, on va avoir une logique de protocoles à nouveau qui se baseront sur les textes de référence, d'échantillonnage dédiés. Et là aussi, un point sur lequel nous sommes assez attentifs, c'est voilà, typiquement les essais en laboratoire, on va être dans une logique un petit peu d'essais
comment dire, destructif. Et donc, voilà, l'idée, c'est pas de compromettre le réemploi, parce que qui dit enfin, voilà, destructif dit, bah voilà, on altère la matière qu'on pourra certainement pas réemployer, même si bah, parfois cette logique destructive est nécessaire pour bah, justement attester des performances. Mais en tout cas, nous, on va essayer vraiment d'être dans une logique de test voilà, le plus pragmatique possible et limité pour arriver à une fiabilité acceptable sans voilà, trop dégrader la matière voilà, qui serait utile à notre réemploi et au projet. Hein. C'est le cas, hein, si on veut tester par exemple des poutres, on a une dizaine de poutres, ben, on va essayer de réfléchir voilà, quelle est la quantité suffisante sur laquelle on va avoir un essai destructif, mais qui ne va pas compromettre à terme le réemploi, tout en ayant ce compromis de fiabilité des données in fine sur la performance technique. Voilà, pour un peu illustrer le propos sur l'analyse en fait, de risque sur l'étape 2, qui est plutôt le protocole de test. Et bah, in fine, effectivement, l'étape 3, bah, c'est l'analyse typiquement en fait, des résultats des tests. Donc ça, c'est fait évidemment en coordination avec nos experts qui auront effectivement, selon les normes, présenté les différentes échelles d'acceptabilité du risque. Donc ça peut conduire aux éléments suivants, tels que l'absence de risque concernant la faisabilité de réemploi, un risque faible mais avec des points d'attention et de recommandations, tels que justement des conseils en termes de mise en œuvre. Donc ça peut passer aussi par, je vous montrerai des illustrations après, mais par exemple des systèmes de fixation, voilà, un bon stockage des matériaux, etc. On va avoir potentiellement aussi un niveau de risque qui peut être justifié comme modéré sous réserve de réaliser donc les fameux diagnostics complémentaires qu'on a évoqués ensemble. Et puis bah, parfois, on peut aussi, dans les stades amont, juger aux différentes étapes, une comme l'étape 2, que le risque est trop fort et que ça compromettrait la faisabilité du projet. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de suffisamment tôt poser le curseur du go-no-go par rapport au réemploi et sa faisabilité. Et donc, en termes de gestion du risque, voilà, quelques illustrations pour aussi voilà, un petit peu plus illustrer le propos de manière concrète. Bah, typiquement, on va pouvoir déployer en fait, certaines stratégies qui vont découler en fait, des tests. Et typiquement, ça va être des actions telles que bah, voilà, des tests supplémentaires qu'on a évoqués ensemble. On a eu voilà, des réflexions sur des façades, par exemple, en pierre pour les réintégrer en qualité de terrazzo et plutôt de, voilà, de parement, de revêtement de sol extérieur. Bah là, typiquement, ça donne voie à des tests supplémentaires en termes de granulométrie, de glissance. Je vous ai mis un exemple un petit peu bourguignon là sur les tuiles. Bah, typiquement, ça va être pourquoi pas tester avec les entreprises bah, voilà, des maquettages pour confirmer le bon assemblage en fait, bah, des matériaux de réemploi et bien confirmer effectivement leur bonne mise en œuvre. On va avoir aussi des stratégies telles que une certaine forme de déclassement et à n'y pas voir un aspect péjoratif, hein, puisque bah, effectivement parfois on a des éléments qu'on peut réutiliser, mais dans un point de vue sécuritaire, les réutiliser dans un autre emploi. Et donc là, on est plutôt dans une logique de réutilisation et moins de réemploi, puisque la notion, la définition de réemploi stricto sensu, c'est vraiment dans le même usage. Là, la notion comment dire, de déclassement, ça va être par exemple bah, le projet donc de la ferme des possibles que nombre d'entre vous connaissent certainement, bah, c'est l'usage de menuiseries extérieures, mais plutôt en parement de façade, qui auront une incidence différente. Et donc, on peut aussi citer voilà, une porte coup-de-feu qui est plutôt employée comme une porte standard. On peut citer des éléments de charpente qui ne vont pas être utilisés comme charpente, mais plutôt comme tasseau ou parement intérieur. Donc, c'est un peu ces logiques-là de dire, bah, on a quand même une logique de réemploi, de conservation de la matière, mais dans un autre usage qui présentera des risques plus modérés. Et puis, on peut aussi déployer ce qu'on appelle des mesures compensatoires, c'est-à-dire que typiquement, voilà, pour les réflexions qu'on a eues, nous, avec des fabricants, par exemple, ou des acteurs voilà, de l'acier ou effectivement des structures métalliques, ça va être déployer des stratégies telles que des surdimensionnements qui vont permettre en fait, voilà, vraiment de s'assurer que les futures charpentes métalliques répondent en tout point aux futurs usages. Et puis, bah, les contrôles visuels, on les a largement évoqués, mais effectivement, c'est un premier axe de gestion du risque qui est incontournable, à savoir bah, le bon état du matériau en préambule. Très bien, merci pour ces clarifications. Tout ça, tout paraît beaucoup plus simple comme ça, exposé comme ça, que dans la vraie vie, hein, mais il y a toute une logique derrière. Le bureau de contrôle,
est un acteur qui est souvent mentionné dans le cadre de réemploi et qui, des fois pas en bien, hein. On dit que le bureau de contrôle ne veut pas ou etc. Mais je pense que c'est important de comprendre quel est réellement le rôle du bureau de contrôle dans le cadre du réemploi et quels sont les points de vigilance quand on désigne le bureau de contrôle, justement. Et ben, complètement, effectivement, le bureau de contrôle, est aussi, un acteur charnière dans le réemploi. Donc je dirais, l'un des premiers conseils, c'est, quand on a suffisamment anticipé l'objectif de réemploi, le fait de consulter le contrôleur technique très en amont va permettre d'être, force de levier pour le projet dans sa globalité. Heu, Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on utilise, en fait, des produits neufs, des produits de réemploi, donc comme on l'a largement dit, on a des niveaux de performance qui sont requis et qui vont dépendre du domaine d'emploi. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir, très rapidement en discuter avec le contrôleur technique. Et effectivement, c'est intéressant de rappeler que la mission de contrôle technique, elle, en fait, est définie par, un référentiel. Donc effectivement, le contrôleur technique est tenu de répondre, à ce référentiel et en ce sens, tenu d'avoir suffisamment d'éléments, documentaires pour pouvoir approuver, dans le cadre, en fait, de ces différents livrables qu'on va illustrer tout de suite après, mais que les exigences, proposées pour le remploi, en tout cas, correspondent à celles dites du neuf et en tout cas ont démontré plusieurs points d'étape qui permettent effectivement de corroborer ces performances techniques. Et donc, quand le contrôleur technique, lui, est en absence de référentiel, bah, effectivement, il va être dans cette même logique d'analyse de risque. Et effectivement, s'il n'a pas de documents à l'appui pour argumenter la bonne performance du remploi, bah, effectivement, il ne va pas pouvoir se positionner en l'état. C'est pour ça que la caractérisation comment dire, donc des performances permet, à la fin et à l'issue, de délivrer un rapport détaillé avec l'ensemble des participations des parties prenantes, hein, parce qu'on parlait de l'entreprise. La maîtrise d'œuvre peut tout à fait être force de proposition, la maîtrise d'ouvrage également, mais en tout cas, il va pouvoir en tout cas se baser sur quelque chose et lui aussi évaluer, donc ses aléas. Et c'est en ce sens qu'il répond à sa mission initiale, hein, parce que pour rappel, la mission initiale, c'est évidemment de contribuer à la prévention des différents aléas techniques et de donner son avis à la maîtrise d'ouvrage sur les potentiels problèmes qu'il pourrait rencontrer dans le projet. Effectivement, de par son agrément, il y a une obligation voilà, entre guillemets, de réserve par rapport à son référentiel et de pouvoir aussi argumenter en ce sens et de pouvoir en quelque sorte accepter, je dirais, les enjeux relatifs au réemploi. Et donc, tu m'as interrogé, Lina, sur voilà, ce sur quoi on peut Oui. être vigilant, juste pour conclure sur le bureau de contrôle, c'est d'être en tout cas attentif à ce que sa mission elle soit suffisamment dimensionnée pour se faire. Parce que bah, voilà, l'idée, c'est que le bureau de contrôle soit le plus proactif et qu'il puisse rentrer un petit peu dans voilà, l'exégèse en fait, des documents techniques et normatifs et puisse accompagner la maîtrise d'ouvrage. Et pour ce faire, c'est bien de le consulter très en amont. Et donc ça se retrouve notamment à travers la logique d'anticipation, on le retrouve à travers ce schéma-là, puisque bah, effectivement, on peut très rapidement solliciter des avis de conception en coordination avec le bureau de contrôle. Et ça va être directement en lien avec le rapport initial de contrôle technique qui va délivrer. Et vous voyez que effectivement, la qualification ou caractérisation technique du matériau doit s'anticiper très en amont pour commencer en fait à apporter du grain à moudre à notre partenaire bureau de contrôle pour qu'il puisse aussi commencer à émettre des avis sur les hypothèses et les conclusions de la qualification. Donc ça, c'est vraiment chemin faisant. Il faut vraiment mener ces démarches en parallèle et le plus tôt les engager en conception. Et puis, cette qualification, elle pourra aussi être suivie de manière attentive en phase travaux, puisque bah, une fois qu'on a déterminé les performances du matériel de remploi, bah, il va y avoir toute sa mise en œuvre qu'on évoquait à des différentes étapes, hein, in fine sur le chantier, et s'assurer qu'elles ne sont pas détériorées. Et à nouveau, que le bureau de contrôle pourra délivrer son rapport final de contrôle technique avec un avis éclairé et l'ensemble des aspects documentaires justificatifs. On n'en a pas parlé avant, mais peut-être que tu peux quand même aborder le fait qu'un bureau de contrôle, il a besoin d'être assuré pour faire son boulot habituel, on va dire, mais que la plupart, enfin pas la plupart, mais plusieurs bureaux de contrôle aujourd'hui proposent quand même des missions spécifiques pour mieux soutenir, mieux accompagner le maître d'ouvrage justement dans des projets de réemploi. Tu pourrais en dire deux mots? Oui, tout à fait. Alors, Socotec comme des confrères, en fait, ont développé, alors pour notre part, c'est une mission donc réemploi, voilà, qui est portée par le bureau de contrôle
en parallèle de ces autres missions, donc enfin voilà, solidité, enfin voilà, thermique, handicap, et cetera, qui mènent de manière un petit peu, voilà, réglementaire, qui va porter, dès lors que, il y a une ambition, affermie, communiquée et cooptée par la maîtrise d'ouvrage et sur lequel il va pouvoir avoir un temps, d'analyse et c'est exactement ce que j'évoquais, juste tout à l'heure. La notion de dimensionnement, bah, ça va faire écho à ces missions que proposent, aussi les bureaux de contrôle qui sont attentifs à l'évolution des pratiques en matière de réemploi. Et voilà, d'autres confrères ont ces mêmes types d'approches de proposer une mission dédiée au réemploi et qui permet effectivement de rentrer dans le détail, de pouvoir avoir un regard avisé sur les textes normatifs et de pouvoir, dans la mesure du possible, trouver en quelque sorte les marges d'adaptation qui pourraient répondre aussi voilà, aux attentes du réemploi, bah, qui restent effectivement des matériaux de l'existant qui doivent voilà, un petit peu ce challenge de répondre aux mêmes exigences que le neuf. Très bien, merci. Alors le bureau de contrôle, c'est un acteur important, mais il porte pas à lui tout seul le la responsabilité pour le réemploi. Il y a un paquet d'acteurs qui interviennent, chacun a sa petite contribution. Donc je vais te laisser développer, qui fait quoi dans un projet de réemploi pour que ça se passe bien. Voilà, bah, effectivement, c'est un petit peu aussi, enfin, pour amorcer la conclusion de ces échanges sur l'aspect assurantiel et technique et normatif du réemploi. Ce à quoi il faut être effectivement alerte, c'est que, bah, voilà, ça ne repose pas uniquement sur, quelques acteurs. Chaque acteur est partie prenante, de ces enjeux assurantiels, et effectivement normatifs, du réemploi. Donc ça, c'est un schéma que je vous propose, voilà, de manière un petit peu, voilà, macro, qu'on avait développé notamment, enfin, qui a été développé par le booster du remploi qu'on avait évoqué à l'occasion de précédents échanges. Mais ça commence dès, je dirais, les prémices du projet avec le diagnostiqueur PEMD, donc produit, équipement, matériaux, déchets, qui va intervenir sur site, qui va identifier un petit peu le potentiel de réemploi. Ça va être l'arbitrage avec la maîtrise d'œuvre qui va effectivement pouvoir intégrer ses choix et qui va avoir un enjeu aussi de prescription, hein, parce que plus la maîtrise d'œuvre, par exemple, est claire dans ses prescriptions relatives au réemploi, plus ça va permettre aussi de mettre en sécurité ces logiques de réemploi. On va avoir aussi toutes les interactions bah, qu'on évoquait tout à l'heure aux différentes étapes, notamment quand on a besoin de reconditionner le matériau, hein, parce qu'en l'état, peut-être, il n'est pas encore satisfaisant pour son futur usage, mais voilà, ça va être toutes les questions aussi de propriété de matériaux et voilà, d'actions qui peuvent être amenées à être proposées sur ce matériau-là, de reconditionnement qu'il faut bien définir avec la maîtrise d'ouvrage, hein. Quand est-ce que la maîtrise d'ouvrage reste propriétaire de ces matériaux, quand est-ce qu'elle cède, je dirais, la propriété de celui-ci ou quand elle permet à un acteur d'intervenir dessus en termes de reconditionnement. Vous avez cette nouvelle, entre guillemets, voilà, ingénierie qui se développe pour la caractérisation des matériaux, qui peut être portée par des experts comme chez nous au sein de Socotec, dans les missions d'AMO ou dans d'autres missions. Mais en tout cas, effectivement, il faut que ça soit un rôle dédié et d'expertise avéré. Et puis, effectivement, le bureau de contrôle qui sera évidemment distinct puisqu'il ne peut pas être juge en quelque sorte et partie, qui va pouvoir se positionner, aider à mettre en visibilité les points d'attention voilà, sur lesquels il sera attentif, lui, dans la bonne conformité aux normes. Et c'est un vrai rôle aussi, je dirais, en quelque sorte de conseil, hein, qui est celui du bureau de contrôle, de pouvoir mettre en attention la maîtrise d'ouvrage bah, sur ses rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Et puis, bah, in fine, nos chers assureurs, entre guillemets, qu'il faut effectivement ne pas reléguer effectivement en dernier bout de table, entre guillemets, mais voilà, qu'on peut aussi voilà, questionner dans ces démarches-là et qu'il faut de toute façon évidemment très tôt informer, puisque voilà, je ne l'ai pas forcément dit de manière explicite, mais c'est vrai que parfois, quand on est dans ces logiques de techniques non courantes, ce n'est pas systématique, mais les assureurs peuvent avoir certaines logiques de surprime par rapport aux conditions d'assurabilité et aussi par rapport au niveau de risque qui est toléré. Donc ça, c'est effectivement, plus tôt c'est abordé en avant, plus tôt on peut aussi limiter le risque de surprime avec bah, justement des recommandations qui sont faites elles-mêmes par les assureurs. Donc voilà, on voit un petit peu toute cette galaxie-là qui a tout son rôle à jouer dans la bonne mise en œuvre d'un projet et les bonnes conditions d'assurabilité pour éviter au maximum les risques et les sinistres qui pourraient découler en fait bah, de ces nouvelles pratiques constructives. Alors tu nous proposes une petite synthèse de tout ça avant qu'on passe, à la phase questions de ce webinaire.
Eh bien, oui, du coup, avec Lina, avec plaisir, du coup, pour cette un petit peu conclusion ensemble. Alors, j'ai emprunté comment rassurer le réemploi, le petit voilà, clin d'œil, jeu de mots, à un article du Moniteur que je vous ai également mis en conclusion je dirais, dans la petite boîte à outils de veille qu'on vous proposera avec Lina. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, enfin, peut-être en termes de recommandations, à être attentif à cette veille réglementaire. Et typiquement, bah voilà, le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté participe à cette animation-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces écosystèmes qui sont voilà, dans une logique participative bah voilà, comment dire, de ces actualités réglementaires. On en a parlé, elles étaient au nombre de deux aujourd'hui, bah, justement sur les points 5 que je voulais aborder. Donc, l'actualité en termes de jurisprudence voilà, qui est proposée par la Cour de cassation avec les équipements qui relèvent plutôt de l'ordre de la responsabilité voilà, civile plutôt que de la décennale. On a parlé aussi de la filière acier qui se structure, qui propose cette normalisation. Donc on voit vraiment qu'il y a aussi, et nous on le voit avec le rétroviseur hein, de quelques années, comment cette normalisation poursuit son chemin et aussi en termes de jurisprudence. On a évoqué aussi en conclusion de bien déterminer, et ça de manière le plus factuelle possible, les rôles et responsabilités de chacun, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, AMO, expert emploi, entreprise, des constructeurs, revendeurs de matériaux et fabricants. Donc tous ces acteurs-là ont leur rôle à jouer. Donc il y a vraiment un enjeu de prescription sur des rôles et responsabilités à bien cadrer. Et ça, effectivement, nous, on a vraiment cette logique d'accompagnement très forte en amont pour déterminer les rôles et responsabilités de chacun. De bien identifier les enjeux techniques et assurantiels, hein, donc avec la logique de concertation avec les parties prenantes. Donc, pas hésiter à mettre autour de la table les assureurs, les bureaux de contrôle, de bien déclarer les attentions de réemploi aux assureurs qui, effectivement, permettent aux entreprises de délivrer aussi elles-mêmes les attestations d'assurance et de voir si le recours au réemploi est bien couvert. Et puis, voilà, une ingénierie. Donc, j'ai mis un petit cerveau pour dire, voilà, on engage parfois un peu plus de matière grise quand on est sur certaines typologies de matériaux, à savoir effectivement dédier parfois des missions de caractérisation ou de requalification technique pour aller plus loin dans certains modes de preuve de performance ou de traçabilité, dans certains cas, comme j'évoquais, puisque tous les matériaux ne sont pas la même enseigne. D'ailleurs, je vous renvoie à la liste des matériaux qui a été établie par le CSTB qui permet voilà, de mettre en lumière les matériaux qui sont favorables au remploi. Et puis, je conclurai juste sur une petite citation qui est voilà, celle de Isaac Newton. Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules des géants. Souvent, quand on parle de remploi, on dit que c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Nous, on est dans un petit interstice voilà, de quelques décennies où on a décidé de voir la construction autrement, alors qu'on avait des pratiques aussi qui étaient vertueuses avant. On est réinscrit dans un nouveau contexte qui est le nôtre, le contexte actuel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur les pairs, les travaux actuels comme les travaux passés pour évoluer dans nos pratiques. Et sachez que il y a beaucoup d'expérimentation. Voilà, nous, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on s'engage vraiment dans cette logique de voir plus loin et voilà, d'ambition intellectuelle, entre guillemets, de pousser le réemploi, quand bien même certains verrous restent, entre guillemets, à lever. Très bien, merci Estelle pour ton intervention et puis pour la synthèse. Je vais profiter aussi concernant la veille réglementaire, justement, de faire la pub pour la revue de presse du réseau Bâtiment Durable qui est diffusée une fois par mois, qui comprend en partie une veille réglementaire. Qui est diffusée par l'ensemble des centres du réseau, des ressources du réseau. On est arrivé à la phase questions et c'est toujours un exercice un petit peu compliqué parce qu'en général, les premières questions relèvent du début de ton intervention, donc il faut qu'on rembobine un petit peu pour se souvenir de ce que tu disais tout au début du webinaire, Estelle. Alors je pense que c'est la toute première question dont je vais te faire part, c'est, enfin, avant de se lancer dans les questions, on va dire qu'en fonction du nombre, en fonction de la complexité, bien que Estelle sait beaucoup de choses, elle n'est ni assureur ni contrôleuse technique. Donc si jamais les questions, aujourd'hui, on n'arrive pas à y répondre, on s'engage à vous répondre, dans un deuxième temps, après consultation des experts, parce que vous avez compris que c'est pas un sujet forcément toujours très facile et c'est un sujet toujours en pleine, évolution. Donc, si je reviens tout au début de ton webinaire, de notre webinaire, pardon, tu avais partagé une bonne nouvelle, où tu parlais de garantie décennale, tu parlais aussi
bonne nouvelle, avec une responsabilité sur 5 ans. Je pense que cette question est liée un peu à tout ça, parce que la question, c'est après les 10 ans, donc je suppose les 10 ans de la garantie décennale, cela se passe comment si problème découvert trop tard? Donc, au-delà de la garantie décennale. Alors ça, Est-ce que effectivement, il faudra voir en direct avec les assureurs parce que donc moi, c'est vrai que j'ai reposé le cadre en fait de la présomption de responsabilité. Là, effectivement, la maîtrise d'ouvrage n'a pas en fait entre guillemets justifier puisqu'on est dans cette cadre de présomption sous les 10 ans. Au-delà, effectivement, ça fait peut-être voilà l'objet d'une réflexion plus approfondie avec les assureurs pour savoir voilà comment on environne. Normalement, l'entreprise est plutôt dégagée de cette présomption-là et elle peut difficilement, un peu plus difficilement être tenue effectivement pour responsable. non. Bon, voilà, Non, et donc puis il faudrait je plutôt dirais voir ça. que aussi, cette question-là n'est pas différente pour un matériau de réemploi ou une autre responsabilité décennale. Tout C'est, à fait. Ouais. Et juste, je proposerais aussi, bon, ça répond un petit peu voilà, en marge de la question, mais c'est intéressant de souligner aussi tous les éléments de réserve qui seraient identifiés à la réception ne peuvent pas être tenus, en fait, voilà, notamment dans la partie décennale, hein, mais ça, c'est pour vrai pour aussi les matériaux neufs. C'est pour ça que c'est intéressant, voilà, vraiment d'être attentif à cette phase de réception aussi, notamment quand on est dans le cadre du réemploi, pour les lever ou au contraire trouver les mesures correctives voilà, très rapidement en coordination avec les entreprises à la maîtrise d'ouvrage pour après voir si ça rentre dans le cadre plutôt de la présomption de responsabilité ou au contraire voilà, peuvent être solutionnés dans le cadre des réserves à lever avec les entreprises. mais alors, on poursuit la liste des questions et donc du coup, là, il y a une question, qui est très précise, on verra si tu arrives à y répondre. Quelle forme juridique ou contractuelle peut ou doit prendre une garantie de bon fonctionnement d'un système de ventilation, par exemple? Alors là, je pense pas avoir peut-être la réponse de manière hyper honnête. Donc ça, pareil, je pourrais voir avec nos systèmes, enfin voilà, nos experts plutôt juridiques et assurantiels là-dessus pour y répondre, sachant que c'est vrai qu'on a moins abordé la notion de bon fonctionnement pour les systèmes de ventilation qui relèvent plutôt de la partie équipement. Et comme on l'avait évoqué, alors quand on dit forme juridique ou contractuelle, en l'occurrence, bah, effectivement, par rapport à l'actualité, c'est vrai que tout ce qui va être de l'ordre d'équipement relèvera moins maintenant de la décennale et plutôt de ce qu'on parlait de la responsabilité civile contractuelle. Mmh. Et plutôt effectivement des 5 ans en termes d'engagement de responsabilité qui étaient évoqués en lien avec ces équipements-là qui sont souvent plutôt des équipements techniques. Alors, une autre question qui relève peut-être plus du domaine de ta compétence, quel type de document demandé par les assureurs peut officialiser le suivi d'un produit? Comment est-ce qu'on peut rassurer notre assureur, par rapport à la connaissance je ne sais plus quel mot tu avais employé tout à l'heure pour une sorte de fiche de vie, du produit? Oui, alors ouais, c'est un petit peu le certificat médical, ouais, que j'écoquais tout à Oui, l'heure, du c'est ça le mot matériau, que je voilà, enfin cherchais, dire, oui. est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il répond voilà, aux caractéristiques techniques? Donc pour exemple, c'est tout l'aspect documentaire qui va découler de la caractérisation des matériaux. Donc ça peut être des preuves en matière de tests, donc ça peut être des rapports d'analyse de tests, qui peuvent être tout à fait, présentés, comment dire? Aux parties prenantes de type assureur pour leur démontrer que par rapport un cadre normatif, on répond bien de manière conforme au test. Il y a aussi un autre axe qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez, on avait pris quelques photos aussi des différentes étapes de test ou même de conditionnement et voilà, de répartition en homogène. On a aussi voilà, des échanges avec les assureurs auprès desquels on peut proposer une certaine forme de reportage en quelque sorte de toutes ces étapes-là. Donc ça peut être des reportages entre guillemets visuels, donc tels que des photos, tels que des vidéos aussi, des tests. Donc ça, il ne faut pas négliger aussi la documentation et la traçabilité qui en est faite en fait aux différentes étapes qui mènent à l'analyse du matériau et à son conditionnement en vue de son réemploi. Et puis, il y a des démarches aussi qui sont intéressantes, qui sont mises en œuvre qui peuvent être de faire des points d'étape. Un peu comme les référés préventifs où en fait on fait un constat avant travaux pour éviter ou en tout cas savoir à qui attribuer les enjeux de sinistralité par la suite. Parfois on peut mettre en place ces systèmes d'étapes. Je prends pour exemple la démontabilité d'une charpente. On va pouvoir faire un premier point d'étape en état.
constat de la charpente, voilà, un point d'étape avec, entre guillemets, l'assureur, la partie prenante qui va être en tout cas émettrice de cette charpente et la partie prenante qui va être réceptrice de la charpente. Ça, c'est un exemple donné. On va pouvoir faire un point d'étape et de visualisation au moment de sa déconstruction et un point d'étape final au moment de sa session. Ça permet justement de pouvoir vraiment suivre la vie. Est-ce qu'il y a eu des déformations pendant la déconstruction? Est-ce qu'on avait identifié un petit peu voilà, des aspects donc, sur des matériaux tels que des fissures, etc. Et savoir si elle n'a pas bougé au moins pendant l'étape de démontabilité et si ça n'a pas remis en cause ses performances. Donc on est un petit peu dans voilà, un état des lieux, comme quand on rentre dans un logement, on fait un état avant et puis entre guillemets après pour s'assurer que tout est en ordre. D'accord, merci. Alors j'ai une question, concernant le point de départ de l'historique qui est demandé. Est-ce que ça c'est la pose initiale du matériau ou plutôt la dépose du matériau? Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser la question Alors par moi rapport... je pense que ça Ouais. enfin, ça fait le lien sur l'historique en fait, de ce que je comprends. Donc est-ce qu'on demande, l'assureur demande d'avoir une connaissance de l'historique du matériau à partir du moment où on le dépose ou plutôt, l'historique à partir de sa pose initiale en fait dans le bâtiment? Alors, ah ouais, d'accord, effectivement, si on précise comme ça, je vais essayer peut-être d'apporter un petit peu de complément ou voilà, d'échange. Euh, Effectivement, c'est très intéressant quand on a l'historique donc de l'existant, en tout cas voilà, dans l'état auquel on l'a identifié en matière de réemploi. Sauf que ça, c'est pas toujours possible. Donc quand on l'a, évidemment, la première pratique, c'est de pouvoir analyser et c'est tout à fait communicable aussi aux assureurs l'état historique du bâtiment parce que ça va aussi permettre d'appuyer la réflexion performantielle qu'on va pouvoir décliner. Par contre, il s'avère que certains matériaux, on n'a pas du tout cette traçabilité-là. Et là, auquel cas, on va partir un peu de la page blanche. Et c'est en ce sens qu'on va peut-être là être amené, on parle un petit peu avec voilà, un petit peu un défaut entre guillemets qui est celui de voilà, de ne pas avoir ces informations préliminaires et en tout cas de faire un petit peu comme un détective, d'essayer de retracer voilà, ces informations-là par le biais des tests et comme je vous disais, qui peuvent être des tests visuels, des tests voilà, directs, indirects ou en laboratoire et qui vont nous permettre d'attester des performances. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Nous, on est un petit peu insistant voilà, quand on débute des projets en réemploi, voilà, à bien demander aux maîtrises d'ouvrage de faire ce travail d'archéologie pour nous aider à retracer cette historique-là, qu'on complète aussi par nos propres recherches pour faire état des lieux d'historique aussi du site. Donc, et puis voilà, des potentielles qualités résiduelles des matériaux. Et ce qu'on peut glisser, comme petit conseil aussi, c'est que dans les projets, en cours de la rénovation ou construction, de bien travailler son DOE, ça peut aider, pour, pour, un réemploi futur des matériaux. Hem, une question qui est liée sans être liée, est-ce que tu saurais, hem, quels sont les éléments ou les lots les plus réemployés, actuellement en France? Quel type, quelle famille de matériaux qui quelque part traduit, là où les risques sont le mieux maîtrisés, là où le réemploi se fait le plus facilement? Oui, alors, je l'ai cité, certainement tout à l'heure. Effectivement, on a déjà, de par, la mise en réseau des différents acteurs, abouti entre guillemets à un listing en fait des matériaux, qui, sont, le plus d'intérêt en termes de réemploi et à plusieurs égards, hein, que ça soit d'un point de vue, technicité, ou autre. Et donc ça, c'est, on pourra l'ajouter effectivement dans les références, c'est, une liste des 29 matériaux qui sont identifiés comme avec un potentiel d'intérêt en termes de réemploi et qui a été établi par le CSTB qui permet de donner une première approche du réemploi. Et c'est notamment ce sur quoi on se base aussi nous dans nos analyses en fait de diagnostiqueurs PEMD. On va aussi mettre en résonance ces réflexions concernant ces matériaux les plus réemployés, ce qui permet d'avoir des plus voilà, une fiabilisation plus importante en fait du potentiel de remploi. À ce jour, il est vrai, comme je disais, tous les matériaux se valent pas et on va vraiment avoir une vraie facilité à réemployer des matériaux de seconde œuvre.
Ça, c'est avéré. Quand il s'agit des éléments plutôt de clos couverts, on va effectivement déployer comment dire, une réflexion d'ingénierie un peu plus poussée, ce qui peut voilà, peut-être mettre en résonance des matériaux un peu moins réemployés, mais on voit que la pratique vraiment commence à se structurer dans ce sens. En termes d'éléments de data, ce qui est très intéressant aussi, peut-être pour répondre à enfin, voilà, à la question dans sa globalité, c'est aussi l'évolution de la capitalisation des données. Typiquement, on a aussi voilà, la mise en place progressive de la plateforme du CSTV pour les récollements des informations des DPEMD. Et donc, il va nous permettre aussi, voilà, enfin, par le biais de ces entités-là, à aboutir à des études statistiques. Et c'est déjà le cas, hein, voilà, donc il y a eu une réunion récente de restitution du CSTB qui mettait justement en lisibilité ces matériaux qu'on retrouve aussi en termes de potentiel identifiable dans les DPEMD, qui commencent effectivement à ressortir. Donc ça, on le retrouve dans la présentation récente du CSTB qu'on pourra par ailleurs aussi vous communiquer. Et ces datas-là vont être petit à petit fiabilisées. On a aussi, juste pour compléter, les éco-organismes qui vont pouvoir aussi commencer à aider la fiabilisation des données relatives au réemploi dans une logique de globalité. Oui, très bien. Alors j'ai juste une petite information que vous voyez dans le chat, mais qui mérite d'être partagée, hein, un participant qui est courtier en assurance, avec une spécialité construction, qui dit que plus il est au courant tôt, l'assurabilité et les coûts de l'assurance sont maîtrisés. Donc c'est encore un acteur qu'il faut associer le plus tôt possible dans le projet. Et une toute dernière question avant de se quitter. Je soupçonne ce que tu vas y répondre. Alors, est-ce qu'il est possible d'estimer le surcoût des étapes nécessaires à l'estimation du risque pour un matériau de réemploi versus du neuf? Alors, pareil, sans langue de bois, parce que on est quand même aux prémices et ça fait état d'une certaine, enfin voilà, modestie de notre part, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les résultats en termes aussi d'aspect économique. Euh, Pareil, pour ça, enfin, on vous mettra, je pense aussi dans le référentiel. Je pense que Lina, tu vois certainement l'étude dont je vais parler, mais c'est celle du booster du réemploi Mhm. qui a fait une étude comparative sur les matériaux de réemploi vs les matériaux neufs. Et on voit que sur certains gisements, on arrive en fait à des logiques liées au coût. Donc, c'est plutôt encourageant dans ce sens. Alors, c'est une étude assez détaillée qui fait état de plusieurs lots matériaux et qui permettent d'avoir des premières tendances relatives à le réemploi vs le neuf en termes de coût. Ce qu'il faut, en tout cas, je pense, et là, c'est plus sur un parti pris personnel, essayer de motiver, c'est voilà, très en amont avec vos maîtrises d'ouvrage pour éviter de décrédibiliser effectivement le réemploi et aussi faire état d'une structure enfin, une structuration qui est naissante. Essayer au maximum aussi de chercher voilà, des choix de matériaux et justement des potentiels qui ressortent qu'on a évoqués justement dans la question précédente, qui vont être dans une logique d'iso-coût pour impacter au moins, je dirais, l'économie du projet. Et ça va aussi dépendre en fait de la nature du matériau. Effectivement, pour être aussi parfaitement transparente, on va potentiellement avoir plus de coûts qui vont être engagés si on réemploie une structure métallique que si on réemploie un sanitaire. Ça, il faut être aussi voilà, enfin, un peu pragmatique par rapport à ça, mais on espère très à terme que ces aspects économiques vont chemin faisant se lisser. Très bien, merci. On est arrivé à la fin de ce temps de questions. Donc, pour conclure le webinaire dans sa globalité, je vous précise que ce webinaire est le premier d'un cycle de 3. Donc, vous allez pouvoir, au mois de juin, participer à un webinaire sur le fonctionnement d'une matériothèque avec des intervenants de 3 matériothèques en Bourgogne-Franche-Comté, les 3 seuls qui marchent en ce moment. Et on en profite de l'occasion d'apporter notre soutien à Maxime Joly et Emilien Langlois, des structures Alternatives et ELM des constructions qui ont subi un incendie pour un chantier de dépose en cours où une grande partie des matériaux étaient déposés et palettisés, prêts pour expédition. Et le bâtiment, qui était une structure bois, a totalement cramé, y compris tous les matériaux de réemploi. Donc, pour des pionniers du réemploi, des petites structures fragiles, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, on apporte tout notre soutien. Et finalement, au mois de juin, on a un très beau projet en Bourgogne-Franche-Comté qui met en œuvre 50% de matériaux de réemploi pour la majorité des lots. Donc, c'est une intervention de l'architecte et de l'AMO pour
pour partager le retour d'expérience de ce chantier qui sera livré cet été. Et comme l'a déjà mentionné Estelle, il y a une liste de ressources spécifiques à la thématique d'aujourd'hui, l'assurabilité des matériaux de réemploi. Peut-être mentionner en particulier l'étude du programme FCBRE, qui est difficile à dire, sur les bonnes pratiques en matière d'assurance de réemploi qui est basée sur 11 études de cas. Également, si tu en choisis une autre source à mettre en avant particulièrement, Estelle, ça sera lequel? Alors, à choisir, je passe en revue. Bah, effectivement, on vous oriente sur les aspects, comme l'a dit Lina en préambule. Voilà, moi, j'ai pas la casquette ni juriste, avocat, ni assurance, enfin voilà, en tout cas, entité d'assurance. Donc, voilà, pour compléter effectivement mon propos, qui est plutôt un propos opérationnel, hein, c'est évidemment d'aller voir voilà, respectivement les articles du Moniteur qui font état de ces aspects techniques et respectivement des sites tels que celui de Scov Avocat qui est très bien documenté et qui fait état justement de ces actualités de jurisprudence et voilà, législative enfin, voilà, qu'on vous recommande chaleureusement enfin, à découvrir. Et puis effectivement, le FCRBE comme aussi l'AQC, donc l'Agence Qualité Construction, font beaucoup de publications et plus spécifiquement l'AQC aussi. N'hésitez pas à aller, voilà, que ce soit pour du neuf comme du réemploi, regarder leurs publications qui sont évidemment très éclairantes. Et je vais donc, du coup, tu as cité plusieurs sources. Sur le site du pôle énergie, il y a une sélection de ressources. Il y en a beaucoup et les émetteurs de documents sont nombreux, mais vous pouvez trouver une sélection de ressources sur le site du pôle énergie. Et je vais un dernier coup de pub avant de se quitter. En Bourgogne-Franche-Comté, il existe une communauté régionale de réemploi qui est animée par le pôle énergie, qui a été créée avec l'ADEME et la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on est aujourd'hui près de 200 acteurs engagés dans le réemploi. L'objectif, c'est de partager des informations de la veille, de la recherche de matériaux, de la mise à disposition de matériaux. Donc, si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et avec ces mots, on vous dit, tout d'abord, je te remercie Estelle d'avoir bien voulu partager ton expérience et ton expertise. Merci à tous les participants, vous étiez nombreux, présents. On vous remercie de votre attention et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.